passons à l'exercice, où la question est de déterminer la nature générale de la série définie par la différence de arcosinus 1 sur n et de arcosinus de 1 sur n carré. Alors, c'est un exercice qui paraît assez difficile. Bon, néanmoins, on ne va pas changer les tactiques qui gagnent. On va déjà déterminer le signe de cette suite, dans un premier temps. Et après, on va essayer de voir si on peut en récupérer un équivalent, si le signe a le bon goût d'être. Alors, pour ça, on voit qu'on a la différence de deux termes qui font intervenir la fonction arcosinus. Donc ça pourrait être intéressant de se remémorer les propriétés de la fonction arcosinus, hein. Donc ça va nous faire réviser un petit peu ces fameuses fonctions usuelles. Alors arcosinus, c'est une fonction qui est définie sur -1 à valeur dans R. On peut dire plus précisément, elle a à valeur dans l'intervalle moins pi, mais le problème n'est clairement pas là. Cette fonction, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert -1, 1. Et la dérivée de cette fonction sur cet intervalle-là, c'est -1 sur racine de 1 moins x carré. Ça, c'est lorsque x appartient à l'intervalle -1, 1 ouvert. Ce qui atteste donc que cette fonction, elle est décroissante. Alors, la décroissance de cette fonction va nous permettre de déterminer la nature du signe de la suite un, puisqu'on sait bien que pour n supérieur ou égal à 1, 1 sur n est évidemment supérieur à 1 sur n carré, puisque n est inférieur à n carré et tous les termes sont strictement positifs. Donc la stricte décroissance de la fonction arcosinus sur l'intervalle -1, 1 va nous permettre de dire que un va être négatif ou nul, puisque appliquer arc cosinus à cette relation-là va changer le sens des inégalités. Donc on va récupérer que un est négatif ou nul pour tout n appartenant à n. Ce qui est une bonne nouvelle, hein. Ce qui est une très bonne nouvelle, puisque la suite est de signe constant. Donc, même si elle est négative, on peut étudier un équivalent de moins un, par exemple, et on pourra appliquer le critère d'équivalence pour la série moins un, et on récupérera automatiquement le comportement de la série des un, puisqu'on sait que la série de un et la série de moins un, elles ont la même nature, hein. Elles sont soit toutes les deux convergentes, soit toutes les deux divergentes. Donc voilà une première bonne nouvelle. Ensuite, pour récupérer un équivalent, on va s'intéresser au comportement asymptotique de un lorsque n tend vers l'infini, donc lorsque arcosinus est au voisinage de 0. Donc la première idée qui nous vient pour dire, bah, tiens, ça va revenir à étudier arcosinus en 0, c'est d'effectuer un développement limité. Je pense la première idée qui peut être naturelle. Donc on va chercher un développement limité de arcosinus. Alors on va se remémorer les techniques pour calculer des développements limités. La bonne technique, quand on a une fonction qui n'est pas très sympathique comme ça et dont la dérivée est sympathique, c'est de chercher un développement limité de la dérivée et après d'intégrer ce développement limité. On sait qu'on va même avoir un petit capital de 1 en plus quand on va intégrer le développement. Alors je ne vais pas chercher un développement limité à l'ordre 50, hein. On est bien d'accord qu'il suffit d'avoir un développement limité jusqu'à un ordre où on est capable de déterminer sans ambiguïté la nature de la série. Donc je vais déjà calculer un développement limité de la dérivée. Donc arcosinus prime de x, ça va être égal à, donc moins le développement limité de cette fonction-là. Alors cette fonction-là, ça ne vous a pas échappé que c'est 1 moins x carré à la puissance moins 1 demi. Donc ça correspond à un développement limité de base, hein. Ça correspond à un développement limité du type 1 plus u à la puissance alpha, qui se développe en 1 plus alpha u plus alpha facteur de alpha moins 1 sur 2 u carré plus, bon je vais mettre des pointillés ici, d'autant plus qu'on va composer avec x carré, donc ça va monter très fort, hein. Donc on écrit le développement limité de la dérivée. Donc on va récupérer moins entre parenthèses, donc déjà 1. Ici la valeur de alpha c'est moins 1,5 et la valeur de u ça va être x carré, qui tend bien vers 0, puisque là le développement est en 0, il faut bien remplacer u par quelque chose qui tend vers 0, c'est le cas. Donc ici ça va nous faire moins 1,5 fois moins x carré, donc ça va nous faire du plus x carré sur 2. Et là j'ai presque envie de m'arrêter, puisque quand on va remplacer 1 sur n, enfin x par 1 sur n, on va déjà être un terme en 1 sur n carré, qui est largement convergent, donc je ne sais pas que j'ai envie de m'arrêter, pardon, je m'arrête. Donc on va prendre ce développement-là, qui va s'intégrer, donc qui va s'écrire pour l'instant moins 1 moins x carré sur 2, plus un terme négligeable devant x carré. Quand on va intégrer ce développement limité d'intégration, on va récupérer que arcosinus de x,
va être égal donc à arc cosinus de 0. N'oublions pas la constante d'intégration, qui est la valeur de la fonction en 0, puisqu'on calcule un développement en 0, moins x, donc ici, moins x 3 sur 6, plus un terme négligeable devant x3. Arc cosinus de 0, ben c'est pi sur 2, donc on récupère ici pi sur 2, moins x moins x cube sur 3, plus un terme négligeable devant x cube. Si on reporte dans le terme général de un, on va récupérer donc que un va être égal à arc cosinus de 1 sur n. Donc pi sur 2 moins 1 sur n moins 1 sur 6n cube plus un terme négligeable devant 1 sur 6n cube, moins le développement composé en x carré. Alors ça ne sera pas la peine d'aller plus loin de la précision en x cube, hein, puisque les termes qu'on écrira seront évidemment négligeables. Donc on va récupérer pi sur 2 plus 1 sur n carré. Le terme d'après, il est en 1 sur n à la puissance 6, il est donc négligeable devant 1 sur n cube. On s'arrête là, puisqu'on est sûr que tous les termes qu'on va écrire après seront négligeables devant 1 sur n cube. Donc quand on écrit le développement de un, il va rester quoi? Les pi sur 2 ici vont s'éliminer. Donc il va nous rester moins 1 sur n, plus 1 sur n carré, moins 1 sur 6n cube, plus un terme négligeable devant 1 sur n cube. Bon, on arrive bien trop loin dans le développement limité, hein, on s'en aperçoit a posteriori. Donc un va a priori être équivalent à moins 1 sur n. Alors, de là, deux remarques. On avait dit que la suite un, elle était négative. On récupère un équivalent avec une suite qui est négative. Donc on avait de toute façon, sans chercher le signe de un, la certitude que de toute façon un serait négative à partir d'un certain rang. Bah, nous, on a démontré qu'elle était négative pour tout n. Donc ça, c'est gagné. Et on voit qu'on va pouvoir conclure avec le critère d'équivalence. Donc on écrit pour tout n appartenant à n étoile, moins un est positif ou nul. On a aussi que moins un est équivalent à 1 sur n, et la série de termes général 1 sur n, elle diverge. Donc, on peut dire par critère d'équivalence, on peut donc parfaitement affirmer que la série de termes général moins un est une série qui est divergente. La suite de ces sommes partielles va diverger vers moins l'infini, vers plus l'infini, pardon. Donc, par opération sur les séries, si la suite des sommes partielles de cette série diverge vers moins l'infini, vers plus l'infini, la suite des sommes partielles de la série des opposés va diverger vers plus l'infini. Donc on sait bien que ces deux séries-là, elles sont de même nature, et par conséquent, la série de termes général un sera divergente. Ça, c'est pour une première approche. Je vous propose quand même une deuxième approche qui va être plus courte. Une deuxième approche, ça serait déjà de donner un nom aux objets qu'on manipule. Ça, c'est arc cosinus de machin moins arc cosinus de truc. C'est un accroissement fini, hein, de arc cosinus. Hein, donc, on peut lui appliquer l'inégalité des accroissements finis, hein, d'autant plus qu'on a bien les hypothèses. Ces termes-là appartiennent à l'intervalle. Ces deux termes-là appartiennent à l'intervalle moins 1, 1. Et on sait bien que arc cosinus est continu sur l'intervalle moins 1, 1 fermé. Pour appliquer la formule des accroissements finis, il faut que la fonction soit dérivable sur l'intervalle ouvert. C'est quel cas? La fonction arc cosinus, elle est dérivable sur l'intervalle moins 1, 1 ouvert. Donc on pourra appliquer cette formule sans aucun doute. Et donc on applique la formule des accroissements finis, qui nous dit que un va s'écrire sous la forme de... Alors la dérivée de arc cosinus pris en un nombre Cn entre 1 sur n carré et 1 sur n. J'écris moins 1 sur racine de 1 moins Cn carré, facteur de 1 sur n moins 1 sur n carré, où le nombre Cn, je vous rappelle qu'il est compris strictement entre 1 sur n carré et 1 sur n. Voilà ce que dit notre formule des accroissements finis. Elle nous donne un équivalent beaucoup plus rapidement en fait. On peut directement dire que un est équivalent à moins 1 sur n. Alors pourquoi? Déjà, le terme qui est là, il est négligeable devant 1 sur n. Donc, de moins 1 sur n. Je l'ai dit, mais je ne l'écris pas correctement.
ce terme-là, il est équivalent à 1 sur n, puisque ce terme-là est négligeable devant lui. Donc là, on a un équivalent. Pour le terme qui est ici, ben, c'est équivalent à moins 1, puisque la suite Cn, elle est coincée entre 1 sur n, et 1 sur n carré et 1 sur n. Donc on obtient clairement que Cn est un petit taux de 1. Lorsque n tend vers l'infini, c'est une suite qui converge vers 0. Et donc 1 sur racine de 1 moins Cn carré est une suite qui converge vers 1. Comme 1 est différent de 0, cette suite-là, elle est équivalente à 1. La suite ici est équivalente à 1 sur n, celle-là est équivalente à moins 1. Un est équivalent à moins 1 sur n. Donc on voit que les accroissements finis permettaient de récupérer beaucoup plus efficacement un équivalent. Et là, on est ramené aux mêmes conditions. Un est de signe négatif à partir d'un certain rang. Donc moins un est de signe positif à partir d'un certain rang. Je peux donc appliquer le critère d'équivalence qui va me fournir directement la divergence de la série de termes général un. Et voilà pour l'exercice numéro 26. L'exercice 39 propose l'étude d'une la suite Vn dont le terme général est donné par n plus ln de n plus une somme. La somme pour k variant de 1 à n des exponentielles 1 sur k. Alors on a affaire à une forme indéterminée, hein, assez clairement, puisque ce terme-là tend vers plus l'infini. Il est équivalent à n. Et le terme qui est ici, lui, ben, on connaît son comportement, hein, puisque ça ne vous échappe pas que c'est le terme général d'une série, la série des exponentielles de 1 sur k, que exponentielle de 1 sur k est un terme qui tend vers exponentielle de 0 quand k tend vers l'infini, donc qui tend vers 1. Le terme général de cette série est donc une suite qui ne tend pas vers 0. La série est donc grossièrement divergente. Étant donné que son terme général est positif, elle diverge vers plus l'infini. Donc là, on peut dire qu'on a effectivement une forme à déterminer, puisque n plus ln de n est une suite qui est équivalente à n et qui donc, à ce titre, tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Deuxième chose, la série de termes général 1 sur n, où n est supérieur ou égal à 1, est une série qui, je l'ai dit, diverge grossièrement. Donc, ça permet de dire que la suite des sommes partielles étant croissante et divergente, elle divergera vers plus l'infini. Donc là, on a affaire à une forme à déterminer. On a la différence de deux suites qui tendent vers plus l'infini. On a une forme à déterminer qu'on pourrait qualifier de infini moins infini. Donc pour lever cette forme à déterminer, il va falloir avoir une action. Voilà ce qu'on peut dire comme ça de but en blanc sur l'exercice. Donc c'est un exercice voilà, où il y a quelque chose à faire. Hein. Bien. Alors, le plus gros problème, c'est clairement la somme qui est ici. Ça paraît être un gros problème puisqu'il faudrait être capable de la contrôler. Alors pour la contrôler, on peut d'emblée penser à notre outil de contrôle de somme dans le cadre où on a une fonction qui est décroissante. Et la fonction qui a x associée exponentielle de 1 sur x est une fonction décroissante. Donc on pourrait légitimement penser à une comparaison intégrale. Mais on sait que quand on a la différence entre une somme partielle de série, ou une somme même en général, et un terme qui dépend de n, la bonne idée, c'est quand même très souvent, beaucoup plus efficace encore, le fameux lien entre suite et série. C'est-à-dire qu'on va tuer la somme en calculant le terme télescopique, et on va étudier la série télescopique associée, puisqu'on sait que calculer le terme télescopique va tuer la somme. La fameuse dérivée discrète là. Hein. Bon, alors bah, c'est parti, moi je vais voir si effectivement le terme télescopique ne permet pas d'éliminer la somme. Donc je vais calculer Vn plus 1 moins Vn. Vn plus 1, bah, il faut remplacer partout où on a n par n plus 1. Je dis bien n. Hein. Donc, et je le fais pas. Donc je vais écrire plutôt moins Vn. Voilà, moins Vn c'est ça. Somme pour k variant de 1 à n de l'exponentielle de 1 sur k. Donc là, ça c'est le terme moins Vn auquel je vais ajouter Vn plus 1. Pour Vn plus 1, il faut que je remplace n par n plus 1 partout. Ah, ça y est, j'y suis arrivé. Bon, pas de signe difficile. Hop, voilà. Donc là, c'est bien un signe moins, puisque c'est moins Vn, donc il y a des facteurs moins qui apparaissent partout. Alors, bon, on va nettoyer un petit peu tout ça, notamment les termes en n. Ici, j'ai moins n plus n, ils disparaissent. Donc il va me rester déjà le terme 1. On va récupérer moins ln de n plus ln de n plus 1. Ces termes-là, je ne vais pas les regrouper tout de suite. Je vais déjà regarder comment simplifier les sommes pour voir l'action que je vais avoir sur eux. Bah, la somme, là, j'ai tous les termes pour k variant entre 1 en général, et là, j'ai la somme pour k variant de 1 à n plus 1.
Il me restera donc le terme exponentiel de moins 1 sur n plus 1. Bon, premier constat, déjà la somme est détruite, hein. Ça c'est plutôt un bon constat, et donc que ça vaudrait le coup d'étudier la série qui a ce terme général pour récupérer la nature de la suite. Bon, on a encore du travail, parce que pour récupérer la nature d'une série, il faut qu'on prouve que cette série est soit convergente, soit divergente, et ça va dépendre de la nature de son terme général qui est ici. Alors, bon, le 1 ici n'est pas vraiment dérangeant dans l'étude, donc on va le laisser en paix. Le exponentiel de 1 sur n plus 1, on ne peut clairement pas le transformer, donc le seul terme sur lequel je pourrais avoir une action, c'est ce terme-là. Et j'ai plutôt intérêt donc de mettre le n plus 1 en dénominateur pour pouvoir l'associer facilement au terme qui est ici. Donc là, je vais prendre la décision d'écrire le ln de n moins ln de n plus 1 sous cette forme-là, et je prends la décision de mettre la somme en bas, contrairement au bon sens, mais c'est pour l'associer au dénominateur qui est ici. Alors que le bon sens aurait voulu de mettre la somme au-dessus, bien entendu. Mais là, on a un autre terme dont il faut tenir compte. Un petit coup de théorème belge, pour faire apparaître justement une somme au numérateur et en particulier le terme qui est au dénominateur. Donc là, c'est un petit peu astucieux. Alors après, si vous n'avez pas vu ça et si vous exprimez ça en fonction de 1 sur n, c'est pas la cata, hein. Il faudrait faire un développement croisé ici. On va l'éviter, hein. On écrit ça sous la forme de moins ln de 1 moins 1 sur n plus 1, moins exponentielle de 1 sur n plus 1. Et on va développer ce terme-là jusqu'à un terme qui est absolument convergent pour pouvoir, s'il y a un terme avant, obtenir la divergence, et s'il y a un terme après, obtenir la convergence. Donc on va toujours jusqu'à un terme absolument convergent. Donc là, je vais utiliser le développement limité de l'exponentielle en 0 et le développement limité de moins ln de 1 moins u en 0. Alors le développement limité d'exponentielle u, vu que je veux aller jusqu'à un terme absolument convergent, pardon, il faut que j'aille jusqu'à un terme du second degré au dénominateur. Donc je vais aller jusqu'à un développement limité à l'ordre 2. Voilà. Évidemment en 0. Et pour moins ln de 1 moins u, je vais aussi aller à l'ordre 2. Hein. Donc ce développement limité là, c'est u plus u carré sur 2 plus un terme négligeable devant u carré. Alors on sait que les termes vont probablement bien s'arranger. Hein. On voit qu'ils ont déjà deux termes communs dans le développement. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va récupérer donc 1 plus ce développement-là composé avec 1 sur n plus 1. Donc là, je remplace u par 1 sur n plus 1. Je vérifie bien que la composition est possible, hein, bien entendu. Ça tend vers 0, ce développement limité étant 0, donc ça fonctionne super. Donc je récupère du 1 sur n plus 1, plus 1 sur 2n plus 1 au carré. Voilà ce qu'on récupère. Ah ben oui, mais alors comme les termes ici s'éliminent, comment je vais récupérer le signe de mon expression là? Ça va pas. Il va falloir pousser notre développement limité jusqu'à un terme supplémentaire. Le terme d'après, c'est u cube sur 3. Donc on va récupérer 1 sur 3 n plus 1 au cube. Donc là, j'ai le développement total. Plus un terme négligeable devant 1 sur n plus 1 au cube, mais ça, je vais le garder à la fin. Moins le développement limité de l'exponentielle, mais qu'on va pousser à l'ordre 3, parce qu'il nous faut quand même récupérer le signe du terme général de cette série. On verra samedi que ça ne sera plus la peine. On va parler d'absolue convergence, et on aurait pu se limiter à un développement limité à un ordre 1 et mettre un grand taux de 1 sur u carré. Ça va être la petite valeur ajoutée du cours de samedi, vous allez voir. Bon, pour l'instant, on est vendredi, hein, donc on n'a pas le cours de samedi. Hein, donc là, on est obligé d'aller au bout. Donc moins, j'y viens. Donc moins 1, moins 1 sur n plus 1, moins 1 sur 2n plus 1 au carré, moins 1 sur factoriel 3, 6, n plus 1 au cube. Vous vous rendez compte, samedi, les termes d'ordre 2 et le terme d'ordre 3, on pourra les éviter. Donc le cours de samedi, vous vous doutez bien qu'il va avoir une petite importance. Bon, super. C'est-à-dire que dans certains cas, on n'aura pas besoin du signe. C'est ce qu'on va démontrer. Bon, là, on fait notre petit ménage. Hein. On a le 1 qui se simplifie avec le moins 1, ça qui se simplifie avec ça qui se simplifie avec ça. Donc ça, on l'avait prévu, on avait vu que c'était les mêmes termes. Hein. Et il va nous rester donc ce terme-là. Donc il va nous rester 1 sur 6n plus 1 au cube, plus un terme négligeable devant 1 sur n plus 1 au cube. Donc là, il a fallu aller assez loin pour avoir notre fameux terme.
Bilan. Ben, bilan, on vient de démontrer que Vn plus 1 moins Vn, terme dont on ne connaît pas le signe, eh bien c'est équivalent à 1 sur 6 n plus 1 au cube lorsque n tend vers l'infini. Donc ça va nous permettre de dire quoi? Là maintenant, on va pouvoir enfin conclure. En exploitant cet équivalent, comme ce terme-là est positif, je peux dire qu'il existe un rang n0 appartenant à n, tel que, si n dépasse n0, le terme Vn plus 1 moins Vn est un terme qui est positif ou nul. Donc je sais déjà que ce terme-là est positif à partir d'un certain rang. Je sais également que la série de termes général qui est là est convergente. Effectivement, si je vais un petit peu plus loin, j'obtiens un terme qui est équivalent à 1 sur 6 n cube, et je sais que la série de termes général 1 sur n cube est une série de Riemann convergente. Donc si je multiplie le terme général par un suizième, j'obtiens aussi une série convergente. Donc ces deux séries-là sont convergentes, celle-là parce que c'est une série de Riemann, celle-là par les opérations sur les séries convergentes. Moralité, j'ai un terme général qui est positif à partir d'un certain rang. Ce terme général est équivalent au terme général d'une série convergente. Par critère d'équivalence des séries à terme positif, on en déduit donc que la série télescopique, la série de terme général Vn plus 1 moins Vn est une série convergente. Moralité, si cette série est convergente, bah la suite Vn est donc convergente. Voilà ce qu'on en déduit. Alors c'est pas rien, il faut un peu analyser les exercices une fois qu'ils sont terminés. En fait, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que cette somme-là, les premiers termes de ce développement asymptotique, c'est elle. Puisque si je réécris maintenant le résultat qu'on a obtenu. Alors attendez, je ne vais pas gâcher une belle feuille pour ça. On aura besoin d'un tout petit peu de place, c'est tout. Hop. Ah oui, c'est de l'EMT, hein, c'est du découpage, c'est vraiment très intéressant le confinement. Oui, qu'est-ce qu'on a récupéré? Revenons-en à notre exercice. Notre exercice, il nous raconte que cette suite-là, elle est convergente. Donc je vais noter L, sa limite. Ça signifie donc que Vn va être égal à L plus un terme négligeable devant 1. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que le terme général qui est là, donc moins la fameuse somme partielle de cette série divergente, ça c'est égal à L plus un petit o de 1. En fait, ce qu'on vient de faire, là, l'air de rien, on vient de développer, on vient de calculer un développement asymptotique de cette somme jusqu'à un terme qui tend vers 0. Effectivement, on vient de démontrer que la somme partielle de cette série divergente, on ne savait pas à quelle vitesse elle divergeait, ben maintenant on le sait, puisque cette somme-là, elle va être égale à, alors je vais des termes les plus grossiers aux termes les plus précis, donc n plus ln de L, moins L, plus un terme négligeable devant 1. Ah ouais, en fait, ça c'était les deux premiers termes du développement asymptotique, ce qui est souvent le cas dans ce type d'exercice. En général, on vous fait poursuivre un développement asymptotique d'une somme partielle de séries divergentes. C'est ça justement l'intérêt du lien suite et série. Et donc en général, ce terme-là, c'en est un équivalent de ces termes général. Et donc là, on a récupéré un équivalent, enfin un développement asymptotique plus précis, comme on l'avait fait dans l'exemple de la série harmonique du cours. C'est pour ça que cet exemple, je l'ai approfondi, puisque finalement, c'est un exemple sur lequel on va pouvoir se calquer pour pouvoir réaliser des exercices plus difficiles. Voilà, pour cet exercice 39. L'exercice numéro 48 est un exercice plutôt difficile, hein. Je l'ai classé niveau 2, ça c'était la blague du 3 avril, hein. Face à un exercice comme ça, un penchant qu'on peut avoir, c'est ouais, effectivement, fuir. Ouais, c'est vraiment du niveau 4, hein. C'est un exercice très très difficile, hein. Mais bon, j'assume de vous l'avoir donné en tant que niveau 2 pour que vous l'approfondissiez un peu. Bon, après, rapidement quand même, on s'aperçoit que c'est un exercice qui va être difficile. Déjà, on est dans un contexte abstrait, on n'a aucune information sur la suite UN, hormis le fait que c'est une série à terme... Oui, oui, on a compris. Hormis le fait que c'est une série à terme positif, on n'a aucun renseignement dessus. Et la deuxième chose, c'est que le terme général de la suite qu'on a étudié fait intervenir UN et SN. C'est un terme croisé. Et encore une fois, on ne connaît rien de UN, rien de SN, hormis le fait que UN est positive et que SN, c'est la somme partielle d'une série à terme positif. Donc là, on est authentiquement face à un exercice vraiment délicat. Alors, néanmoins, on a quand même dit les principaux problèmes, et les principaux problèmes, en les disant, on a donné probablement déjà des pistes de solutions.
On a déjà dit que le problème, c'est qu'on ne connaît rien de la suite Sn. Mais en fait, c'est pas vrai. On sait que la suite Sn, c'est une suite qui est croissante. En tant que suite croissante, soit elle va être convergente, soit elle va diverger vers plus l'infini. Donc déjà, pour avoir une chance d'établir la nature de la série de termes général Vn, il faudrait qu'on connaisse déjà au moins la nature des suites qui constituent Vn. Donc ça va probablement nous amener à faire une disjonction de cas. On va déjà regarder ce qui se passe quand la série de termes général Un converge, c'est-à-dire quand la suite Sn converge, et quand la suite Sn diverge vers plus l'infini. Donc traitons les différents cas. On va commencer par un premier cas. Premier cas, on va regarder ce qu'il se passe quand Sn converge, c'est-à-dire quand la série de termes général Un converge. Alors on sait que dans ce cas-là, dans ce cas, on peut dire que la suite Sn, elle converge vers une limite L qui va être positive ou nulle. Peut être nulle si tous les termes de la suite sont nuls. De la série, pardon, les termes de la série sont nuls. Donc on a une suite qui converge vers L, un nombre positif ou nul. Ah mais ça va nous permettre de conclure assez rapidement dans ce cas-là. Puisque la suite Vn, elle est positive. Elle est le produit de l'exponentielle qui est positive ici et d'un terme qui est positif. Donc c'est une série à termes positifs. Vn est positif pour tout n appartenant à n. Et comme on sait que l'exponentielle de Sn tend vers L, on peut récupérer un équivalent assez facilement, puisqu'on va récupérer que Vn va donc être équivalent à Un fois exponentielle de moins L. Tout simplement puisque cette suite-là tend vers exponentielle de moins L, qui est différente de 0, donc on peut dire qu'elle est équivalente à sa limite, puisque cette limite n'est pas nulle. Oui, attention, je ne suis pas passé à l'équivalent dans l'exponentielle, je ne suis pas devenu fou, mais je dis simplement qu'une suite qui converge vers une limite non nulle est équivalente à sa limite. Or, cette suite-là, par continuité de l'exponentielle, elle converge vers exponentielle de moins L, qui n'est pas nulle, donc ce terme-là sera bien équivalent à lui. Moralité, on peut conclure dans ce cas-là, ça c'est pas bien compliqué, puisqu'on sait que la série de termes général UN, elle est convergente, ça c'est ce qu'on a supposé. Donc, en multipliant le terme général par un nombre qui ne dépend pas de n, on obtient par les opérations sur les séries convergentes que cette série est également convergente. Mais comme Vn est une série à terme général positif et qu'elle est équivalente à une série qui converge, on récupère par critère d'équivalence, donc par critère d'équivalence, on récupère immédiatement que la série terme général Vn converge. Donc le premier cas a été assez rapidement traité. Le cas où la série des UN converge est assez immédiat. Regardons maintenant donc le deuxième cas. Qu'est-ce qui se passe si la série de termes général UN diverge, pardon. Alors néanmoins, on peut dire des choses, même dans ce cas-là, des choses assez naturelles. On sait que dans ce cas-là, comme c'est une série à terme positif, on sait que la suite des sommes partielles diverge vers plus l'infini. On sait même que la suite Sn, elle est croissante. On sait quand même des choses, vous avez vu. C'est une suite croissante qui diverge vers plus l'infini. Bon, ça va nous permettre probablement d'en savoir un peu plus sur le terme général Vn. Pas beaucoup plus à vrai dire, parce que si la série de termes général UN diverge, elle pourrait diverger grossièrement, et donc je ne contrôle pas la nature de cette suite, je contrôle la nature de celle-là, mais je ne contrôle pas la nature globale de cette suite. On pourrait quand même se douter qu'elle tend vers 0, puisque dans Sn, il y a le terme moins UN, et que UN, quand UN tend vers l'infini, ça tend vers 0. Donc on a quand même le sentiment que si la divergence, elle ne sera pas grossière, mais qu'il peut tout à fait y avoir convergence. Pourquoi ? Parce que le terme qui tend vers l'infini, ici, UN, enfin Sn, il est bloqué sous une exponentielle, et on sait que l'exponentielle, elle va très très vite à l'infini. Donc on pourrait voir, on peut quand même estimer que cette suite-là, si elle tend vers 0, elle tend vers 0 plutôt très très vite. Probablement plus vite que des séries convergentes. Vous voyez, moi j'ai tendance à croire que cette série, elle converge, à cause de l'exponentielle moins UN. Rappelez-vous tous les exemples qu'on a traités avec des exponentielles moins un terme qui tendait vers l'infini. À chaque fois, on avait pu appliquer la règle du n alpha. On avait pu faire des comparaisons à des séries de Riemann convergentes. Donc là, quand on explore d'un petit peu plus près la nature du terme général, on peut quand même avoir un certain sentiment, le sentiment que ça tend vers l'infini. En fait, la clé, ça va être faire une comparaison intégrale. En fait, la clé, c'est de remarquer que ce terme-là, c'est un terme qui va s'exprimer à l'aide d'une dérivée. Ben oui, puisque Sn, ça représente la suite des sommes partielles. Et UN, ça représente quoi ? UN, ça représente en fait Sn moins Sn moins 1.
puisque si vous dérivez le terme, la somme partielle, vous allez récupérer son terme général. Et effectivement, si je calcule Sn plus 1, enfin Sn moins 1, je vais récupérer juste le terme d'indice n ici. Donc ça va me donner ce terme général-là. Donc ça, on a dit que ça ressemble à une dérivée. Donc si ça, c'est la fonction f, ça serait la dérivée de f. Donc si vous faites une espèce d'analogie avec le continu, l'expression ici de votre fonction, ça serait f' exponentielle f. Et dites, quand on a f' exponentielle f, la première idée qui nous vient, ça serait d'intégrer. Ça serait d'intégrer, et ça va s'intégrer en exponentielle de quelque chose, vous voyez. Donc moi, j'ai quand même le sentiment que on va récupérer quelque chose de simple. Là. Je m'explique. Si vous prenez la suite des sommes partielles de la série de termes général Vn, ce que je fais assez volontiers quand je suis dans un exemple abstrait, de revenir à la suite des sommes partielles, puisque les critères habituels sur la convergence des séries à termes positifs ne s'appliquent pas simplement. Donc on va regarder ce terme-là. Ce terme-là, ça serait en gros l'intégrale de f' fois exponentielle de moins f. Si vous aviez une intégrale comme ça, la première chose que vous feriez, c'est un changement de variable, et avec ce changement de variable, vous vous ramenez à l'intégrale de l'exponentielle de moins x, avec des bornes qui vont évidemment changer, qui vont dépendre de la fonction f. Donc, légitimement, on peut se dire, tiens, la fonction exponentielle de moins x, elle va jouer un rôle dans cette sombre histoire. Ah ouais, c'est bien possible. La fonction exponentielle de moins x, c'est une fonction qui va donc passer par le point d'abscisse 0,1 et qui va être décroissante. Donc on va faire une fonction qui est décroissante, ça va ressembler à peu près à ça, hein, y est égal à exponentielle de moins x. Et moi, mon objectif, c'est de contrôler le terme général qui est ici. Alors nous, quand on faisait une comparaison intégrale, en général, ce qu'on regardait, c'était juste le terme 1 sur, enfin f de k, qu'on essayait d'encadrer avec des intégrales. Ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais placer Sn, qui est un nombre positif, et je vais aller chercher exponentielle de moins Sn. L'exponentielle de moins Sn, je vais aller le chercher ici. Donc là, je vais récupérer exponentielle de moins Sn. Et je vais me dire, bah, le terme général qui est là, est-ce que je pourrais quand même le représenter sous forme intégrale, ce terme-là, sous la forme d'une R? La réponse est oui. La réponse est oui, puisque comme la suite Sn est croissante, le terme Sn-1, bah, je vais l'imaginer ici. Et vous regardez, si vous prenez l'air qui est là, son côté ici mesure Sn moins Sn-1, et ce côté-là mesure exponentielle de moins Sn. L'air de ce rectangle-là, c'est exactement la valeur de Vn. Donc Vn, je peux parfaitement le représenter sous la forme d'une R, sans aucune difficulté. Mais cette R-là, on va pouvoir la comparer à quoi? On va pouvoir la comparer à une autre R. L'air de quoi? L'air que je dessine ici, enfin que je délimite ici par la partie en vert. L'air qui est sous la fonction exponentielle de moins x. Lorsque je me place entre Sn-1 et Sn. Effectivement, si j'écris la décroissance de cette fonction-là, je vais récupérer que quel que soit t appartenant à l'intervalle Sn-1, Sn. Quel que soit t dans cet intervalle-là. Je peux dire que la fonction exponentielle de moins t, elle va être supérieure ou égale à exponentielle de moins Sn, puisque l'exponentielle de moins Sn, il est là, et la fonction exponentielle sur cet intervalle-là, elle est bien plus petite que exponentielle de moins Sn. Ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer cette relation-là entre Sn-1 et Sn, ce que je peux bien faire, puisque Sn-1 est plus petit que Sn, étant donné que la suite Sn est croissante. Donc on intègre ici. On va donc récupérer que l'intégrale entre Sn-1 et Sn de exponentielle de moins t dt est supérieure ou égale à l'intégrale de cette fonction constante. Donc dans ce cas-là, on va récupérer la constante multipliée par l'intervalle d'intégration. On va récupérer l'air qui est en orange ici. Donc je vais récupérer Sn moins Sn-1 exponentielle de moins Sn. Donc là, si je remets la légende, vous récupérez l'intégrale que j'ai assurée en orange. Et là, vous récupérez l'intégrale dont l'air est la partie qui est encadrée ici en vert, hein, mais évidemment, c'est cette intégrale-là. Donc on récupère une inégalité toute sympathique ici. Et ça c'est la suite Vn, et ça, c'est un terme qui est alors, pas immédiatement télescopique,
mais auquel on va pouvoir appliquer la relation de Schall. Effectivement, si je somme ici, on va récupérer que la somme pour k variant entre... Alors ici, je vais regarder comment je dois sommer. Ici, je dois sommer le terme général de Vn avec n un entier naturel. Donc là, je vais calculer la somme pour k variant entre 1, puisque je ne peux pas décrire ce terme-là pour d'autres valeurs, pour k variant de 1 à n dvk, puisque là, vous récupérez que ce terme-là, c'est Vn. Et là, je vais sommer entre 1 et n, de la même façon, l'intégrale de sk-1 vers sk de exponentielle de moins t dt. Donc là, j'additionne ces inégalités pour des valeurs d'indices qui sont comprises entre 1 et n. Et là, je récupère quoi? Je récupère une majoration de la suite des sommes partielles de ma série de termes général Vn. Cette majoration, elle va être facile à estimer, puisque ici, comme je travaille sur des intervalles consécutifs, on va pouvoir appliquer la relation de Schall. Effectivement, si j'écris cette relation un tout petit peu plus finement, c'est-à-dire en écrivant la somme en extension, là je vais récupérer l'intégrale entre S0 et S1 de exponentielle de moins t dt, plus l'intégrale entre S1 et S2 de exponentielle de moins t dt. Donc on voit qu'ici qu'on travaille sur des intervalles consécutifs, plus etc. jusqu'à l'intégrale entre Sn-1 et Sn de exponentielle de moins t dt. Donc là, je vais pouvoir utiliser la relation de Schall pour recréer ici une seule et même intégrale. Et pour récupérer la fameuse domination que je cherchais depuis le départ, la relation de Schall me permet de faire du terme général de la série que j'étudie par l'intégrale entre S0 et Sn de exponentielle de moins t dt. Intégrale qu'on sait calculer puisqu'on sait intégrer exponentielle de moins t. Donc on calcule cette intégrale, on va récupérer exponentielle de moins t qu'on intègre, donc attention à la composition, moins exponentielle de moins t entre S0 et Sn, ce qui va donc me donner exponentielle de moins S0 moins exponentielle de moins Sn. Mais comme ça, c'est un terme qui est négatif, l'exponentielle, elle est de toute façon positive, qu'est-ce que je vous raconte? Donc ça, je peux continuer à le majorer par exponentielle de moins S0. Eh, mais on vient de démontrer quoi sur la suite des sommes partielles de ma série, là? C'est une série à terme positif. Une série à terme positif, la suite des sommes partielles, elle est convergente si et seulement si elle est majorée, puisque cette suite-là, elle est croissante. Majore, elle est convergente. Or là, on vient de la majorer. Le terme que j'ai obtenu ici, il est carrément indépendant de n. Donc la suite des sommes partielles de la série de termes général Vn est croissante, parce que la série est à terme positif, majorée par notre comparaison intégrale, eh bien on peut attester que la série de termes général Vn elle est bien convergente. Donc notre intuition était la bonne. Le fait que j'ai l'exponentielle d'un terme ici qui va tendre vers plus l'infini fait que c'est une exponentielle qui tend vers 0 très vite, suffisamment vite en tout cas pour être en dessous de séries convergentes. Et la petite surprise, c'est la fameuse comparaison somme intégrale, où la clé a été encore une fois d'interpréter le terme qui était là comme une dérivée et dire bah y a forcément la fonction exponentielle de moins x qui intervient dans cette expression. Et l'idée un peu folle de faire une comparaison intégrale où le pas n'est pas constant, puisque le pas il augmente en fonction de n. J'ai juste cherché à interpréter ce terme-là comme une R. C'est vraiment un bel exercice.